Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, représentant le chef de l'État, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, président du Comité stratégique d'orientation et de suivi de la réforme, éminentes personnalités, ministres d'État, ministres, conseiller spécial du président de la République, membres du Comité stratégique d'orientation et de suivi de la réforme du secteur de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de réforme structurelle du secteur de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les préfets des départements du Bénin, Mesdames et Messieurs les maires des communes du Bénin, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, le présent séminaire national sur la réforme du secteur de la décentralisation sera marqué par deux interventions. Le mot de bienvenue de Monsieur le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, puis le discours d'ouverture de Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, représentant le chef de l'État. C'est alors que le Comité de réforme structurelle du secteur de la décentralisation, présidé par le coordonnateur de la cellule juridique de la Présidence de la République, sera invité à présenter les grandes lignes du rapport sur la réforme, objet principal du présent séminaire. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à présent, et conformément au programme brièvement annoncé, permettez-moi d'inviter Monsieur le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du Comité stratégique et de suivi de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos grades et qualités, chers participants, cette séance de travail qui sera consacrée à la présentation des grandes lignes du projet de réforme du secteur de la décentralisation inaugure, à juste titre, une série d'échanges que le gouvernement aura avec les différentes parties prenantes clés de la gestion des communes au Bénin. En marge des pesanteurs notées au niveau central, les fruits de la décentralisation opérationnalisée depuis février 2003 n'ont visiblement pas tenu la promesse des fleurs. Si, depuis avril 2016, nous avons assisté à une rationalisation de la gouvernance au niveau central, force est de constater qu'au niveau de la gouvernance locale, nous traînons encore plusieurs handicaps, notamment un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel souvent inadéquat et inadapté, un système local de gestion des marchés publics inefficace et corrompu, des infrastructures parfois incompatibles avec les besoins ou insignifiantes face aux enjeux du développement durable à la base, une gestion budgétaire peu satisfaisante, une fiscalité locale peu adaptée aux enjeux de la décentralisation. Face à cet état des lieux peu reluisant, il devient impérieux que le gouvernement apporte un nouveau souffle au secteur de la décentralisation en y créant les conditions susceptibles de donner une chance à nos communes d'être enfin des espaces de développement et de prospérité. La séance de ce jour procède donc d'une démarche participative qui vise à partager les grandes lignes de la réforme projetée avec les principaux acteurs et les praticiens que vous êtes. Je souhaite à tous une bonne séance de travail. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit à présent d'inviter respectueusement M. Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, à prendre la parole pour procéder, au nom du chef de l'État, à l'ouverture officielle du présent séminaire. Madame la vice-présidente de la République,
Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, à l'occasion du message de vœux à la Nation le 31 juillet 2021, dans le cadre de la célébration de notre fête nationale, le président de la République avait annoncé que des travaux étaient en cours pour une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. Ceci pour que nos collectivités locales deviennent effectivement des espaces de vitalisation du territoire et d'épanouissement du citoyen qui favorisent l'expression de son génie et lui assurent l'accès à tous les services sociaux de base. Comme nous le savons, la décentralisation a pour vocation d'être le moteur du rayonnement de toutes nos communes pour le bien-être des populations. Une vocation qui, malheureusement, depuis 2003, semble reléguée au second plan. Les causes conjoncturelles d'une telle situation sont notamment liées aux contingences politiques qui émergent à l'occasion de chaque élection par des alliances qui se nouent et se dénouent. Cette pratique est contre-performante. Quant aux causes structurelles, elles se trouvent dans notre modèle de gouvernance axé sur un rôle prépondérant du politique qui consacre le cumul des fonctions politiques et techniques par le maire, organe exécutif de la commune. Un tel modèle est aujourd'hui dépassé. Par ailleurs, l'observation attentive de la pratique politique dans notre pays montre que l'acteur politique, même avec une bonne foi avérée, peut rester otage de son ambition de se faire réélire. Cette ambition le conduit, bien souvent, à s'abstenir de prendre les bonnes décisions, voire les décisions difficiles, mais pourtant nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Cette donne est encore plus accentuée au niveau local et explique en partie les résultats insuffisants de nos organes communaux. Nous tous, nous en convenons. De plus, et en la vérité, les hommes politiques élus pour animer les organes communaux n'ont pas toujours un profil technique de gestionnaire, de sorte que, de bonne ou de mauvaise foi, les résultats de leur gouvernance ne permettent pas d'engager véritablement la mise en œuvre des plans de développement dans nos communes. Pourtant, chacune de nos 77 communes, chacun de nos 546 arrondissements, chacun de nos 5399 villages et quartiers de ville peut et doit devenir un espace attrayant où notamment le cadre de vie est assaini, où les ressources mobilisées grâce aux efforts de nos concitoyens sont bien gérées et la reddition des comptes assurée. Ainsi, nous devons tous convenir avec le chef de l'État que l'amélioration de la gouvernance locale
doit être désormais considéré comme un impératif afin que ces ressources servent effectivement la cause du bien-être des populations. Pour y parvenir, il était devenu indispensable, après bientôt 20 ans de pratique, aux résultats très mitigés, de revoir les tests autant que le mode de gouvernance de nos communes, leur fonctionnement au quotidien. Chacun de nous sait que nous en avons les moyens, car chacune de nos communes regorge de réelles potentialités au plan culturel, touristique, industriel ou encore agricole. Il ne nous reste qu'à construire un nouveau modèle de gouvernance locale pour en assurer la bonne gestion au bénéfice du plus grand nombre. C'est pourquoi la présente séance de travail apparaît comme un rendez-vous capital. Et le chef de l'État ne doute pas un seul instant que chacun de nous prendra une part active aux travaux. Bonne journée de travail à nous tous. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous arrivons ainsi au thème de la présente cérémonie d'ouverture. Pour la poursuite des travaux, nous voudrions sans transition et respectueusement inviter les personnalités au Présidium à se repositionner et prier Monsieur le coordonnateur de la cellule juridique de la Présidence de la République, en sa qualité du président du comité de réforme du secteur de la décentralisation, à prendre la conduite des travaux du présent séminaire. Madame la vice-présidente de la République, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux du gouvernement, chers participants, je vous salue avec respect. J'ai la responsabilité assez lourde de présenter, au nom du cadre institutionnel mis en place par le gouvernement sous l'autorité du président de la République, les grandes lignes de la réforme structurelle de la décentralisation. Et donc, j'ai la lourde responsabilité de présenter une réforme qui se traduit par un code de 566 articles. Ce n'est pas un exercice aisé, je vais m'y essayer. Alors, pour présenter la réforme, les grandes lignes s'articulent autour de 3 points essentiels. Ses objectifs, ses principes directeurs et les résultats attendus. Étant entendu que la réforme est bornée par des thèmes de référence assez clairs que le gouvernement a prescrits. Ensuite, nous parlerons des constances essentielles qui portent sur fondamentalement des choses qui ne changent pas et qui sont essentielles pour les communes. Et enfin, nous soulignerons les évolutions significatives qu'apporte la réforme dans la gouvernance de nos communes. En ce qui concerne les objectifs essentiels, j'en ai retenu 3 pour essayer de rester dans le temps. Donc, il s'agit pour nous d'assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale. Le ministre de la Décentralisation l'a rappelé tout à l'heure. De réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales. Le diagnostic brièvement rappelé par le ministre aussi l'a rappelé. Et donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans nos communes. Ces objectifs
se traduire dans tout ce que je vais dire. Ensuite, quels sont les principes qui ont gouverné les réflexions? Il s'agit fondamentalement et en tout premier lieu de séparer les fonctions politiques et techniques orientées vers l'efficacité dans la gestion. C'est de mettre ensuite en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux central, communal et infracommunal. Vous avez bien pris note que le gouvernement fait beaucoup de choses sur nos territoires et il est important que les communes prennent le relais pour assurer la viabilité de ce qui est fait. Et enfin, il s'agit d'améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux, le FADEC ayant fait des prouesses, mais ayant révélé quelques limites. Les résultats attendus. Il s'agit d'avoir une nouvelle catégorisation des communes adaptée à la réalité, parce qu'après la catégorisation de 2003, on voit bien que des dynamiques locales ont fait que certaines communes ont évolué par rapport à leur catégorie. Il s'agit ensuite de créer une fonction de secrétaire exécutif de commune qui sera l'ordonnateur du budget de la commune. C'est la plus haute fonction technique et administrative de la commune. Il s'agit ensuite de clarifier les prérogatives du maire, des adjoints au maire dans ce contexte remodelé, de clarifier les liens de collaboration entre ces divers acteurs, de créer un fichier national d'aptitude parce que l'accès aux hautes fonctions des communes est un des éléments, des facteurs qui peuvent améliorer la gouvernance. Et enfin, le ministre l'a annoncé, la réforme doit permettre de créer un fonds d'investissement communal pour booster les investissements dans les communes. En deuxième point, la constance, c'est de dire que dans la vision du président de la République, la réforme n'est pas faite pour arracher quelque chose aux communes. Et donc, la question du domaine de compétence des communes est essentielle. Et 3 éléments me paraissent importants à signaler du point de vue des constances. Premièrement, c'est que les compétences actuelles des communes sont maintenues. Rien n'a été enlevé à une commune. C'est la première chose. Ensuite, le principe du maintien de la cohérence des politiques locales de développement avec les politiques nationales, qui est déjà acté dans le droit en vigueur, ce principe est maintenu. Parce que les communes ne sont pas des États dans l'État, les communes sont des entités à l'intérieur de l'État, et ce qu'elles font doit être en cohérence avec ce que l'État central fait. Et troisième point, au titre des constances, c'est le maintien de l'assistante technique de l'État. On le voit bien, et le ministre l'a souligné dans son mot de bienvenue, les communes ne disposent pas toujours des compétences, de bonne ou de mauvaise foi, ne disposent pas toujours des compétences pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. On l'a vu sur les marchés publics, on l'a vu sur les travaux publics et autres. Donc, l'assistante de l'État demeure au profit des communes et spécialement le recours aux agences qui a montré des résultats pertinents continuera. Maintenant, quelles sont les évolutions? Pour parler des évolutions dans ce gros volume d'articles, j'ai essayé de déceler le fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'on peut observer en lisant ce texte-là? 4 éléments essentiels. Premièrement, c'est qu'il y a eu un réaménagement des organes. Deuxièmement, il y a une redistribution des pouvoirs, parce que lorsque les organes sont réaménagés, il faut bien dire ce que chacun a le pouvoir de faire. Il y a un renforcement de la nécessité de la reddition de comptes.
l'environnement est remodelé pour que chacun réponde plus clairement de ce qu'il fait. Et dernier point, et ça c'est une évolution importante, c'est que les modalités de la tutelle ont été réaménagées également. Suivant ce fil d'Ariane, la première idée, comme je l'ai souligné dans les termes de référence, c'est la catégorisation des communes. Aujourd'hui, nous avons deux catégories de communes, les communes à statut particulier et les communes de droit commun. La réforme fait passer cette catégorisation à trois catégories. La catégorie commune à statut particulier, la catégorie commune à statut intermédiaire et la catégorie commune de droit commun. Les communes à statut particulier, c'est celle qui existe aujourd'hui, auquel s'ajoutera la commune d'Abomey-Calavi. Les éléments de justification sont dans le rapport du comité. Les communes à statut intermédiaire, c'est les communes qui abritent un chef-lieu de département. Et à ces communes s'ajoutent quelques communes dont l'histoire, dont l'importance au plan économique et démographique mérite qu'ils soient dans la catégorie intermédiaire. Et enfin, vous avez les autres communes qui ne sont pas dans ces deux catégories. Alors, qu'est-ce qui change à travers le réaménagement des organes? Dans ce que vous voyez affiché, vous avez des organes que vous connaissez aujourd'hui, mais au plan politique, nous avons un nouvel acteur qui est le comité de supervision, qui est un second organe délibérant au sein des organes de la commune. Et au plan technique, vous avez un secrétaire exécutif de commune qui va remplacer, lorsque la réforme sera actée, et nous l'espérons, le secrétaire général de la mairie que nous avons aujourd'hui, avec des pouvoirs renforcés. Alors cet environnement appelle tout naturellement à redistribuer les pouvoirs. Et donc, qu'implique la redistribution des pouvoirs? Je parle ici des attributions du conseil communal en relation avec celles du conseil de supervision. Et là, il s'agit d'une répartition thématique pour qu'on voit très bien sur chaque question qui peut faire quoi. Et donc, en matière de planification du développement de la commune, c'est le conseil communal qui a un rôle exclusif, qui conserve toutes les prérogatives pour définir les orientations du développement de la commune. De l'autre côté, le conseil de supervision n'intervient pas dans ce domaine, n'a pas de prérogatives dans ce domaine. Et donc, le conseil communal adopte le plan de développement de la commune, le schéma directeur d'aménagement, les projets de la commune s'inscrivant dans le cadre d'un projet à caractère départemental, les projets et programmes initiés dans le cadre des intercommunalités, qui sont des instruments fondamentaux de planification du développement. En matière budgétaire, les pouvoirs sont répartis entre les deux organes. Vous avez d'un côté le conseil communal, et ça c'est un changement fondamental, le conseil communal qui valide le budget. Aujourd'hui, le conseil communal vote le budget. Le conseil communal n'aura plus exactement le même rôle lorsque la réforme sera implantée. Le conseil communal donc valide le budget après son adoption par le conseil de supervision. Donc sur cette question, c'est le conseil de supervision, rappelez-vous le maire, ses adjoints et les présidents de commission, qui sont les acteurs principaux qui définissent l'ossature du budget de la commune. Et lorsque le budget est adopté par le conseil de supervision, il est soumis au conseil communal pour validation. Soit le conseil communal valide le budget ou le rejette, ou peut le valider en prescrivant des amendements, et les amendements comportent une réserve, c'est que les amendements doivent être accompagnés de propositions de prévision de recettes pour financer les dépenses proposées pour amendement.
Ensuite, en matière budgétaire, le Conseil communal délibère sur la création et les taux des redevances locales, ainsi que sur les taux des impôts et taxes dans les limites évidemment fixées par la loi de finances, puisque c'est le législateur qui a le pouvoir de consentir l'impôt. De l'autre côté, vous avez le Conseil de supervision qui adopte le plan de travail annuel proposé par le secrétaire exécutif, parce que c'est le plan de travail qui permet de décliner le budget et de fixer les échéances des actions à mener. Alors, comment on accède aux nouvelles fonctions? En ce qui concerne le maire, il n'y a pas de changement. C'est le régime électoral actuel. La durée du mandat, c'est 5 ans. Mais de l'autre côté, les secrétaires exécutifs ont un profil aujourd'hui défini dans la proposition de réforme. Donc, ils sont soit, s'ils sont fonctionnaires cadres de la catégorie A1 avec 6 ans d'ancienneté, ou s'ils viennent du secteur privé, ils ont au moins Bac plus 5 avec 10 ans d'expérience. Le président de la République a été assez ferme sur ces points parce qu'ils veulent augmenter significativement la qualité de la gouvernance. Le secrétaire exécutif est nommé par le maire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais après un tirage au sort dans un fichier national, ça devient aléatoire pour dégager le maire des contingences politiques. C'est le sens du fil d'Ariane que j'ai rappelé tout à l'heure. Et le mandat du secrétaire exécutif est de 6 ans, 6 ans simplement parce que nous avons souhaité qu'il y ait toujours un secrétaire exécutif qui assure la transition entre 2 conseils communaux. Quelles sont les relations entre ces différents organes, notamment le maire et le secrétaire exécutif? Lorsqu'il y a un partage de pouvoir, il faut savoir comment on collabore pour que le service fonctionne bien. Donc, nous dénotons sur certaines questions des relations hiérarchiques entre le maire et sur d'autres des relations fonctionnelles. Relations hiérarchiques, ça veut dire le maire peut dire au secrétaire exécutif « fais ceci » et il doit le faire. Et donc, les relations hiérarchiques se mettent en œuvre lorsque nous sommes dans les domaines propres d'attribution du maire. Pour tout ce qui relève des domaines propres d'attribution du maire que j'ai rappelé tout à l'heure, il a le pouvoir d'instruire le secrétaire exécutif et s'il y a lieu, de le réquisitionner. Et il doit déférer à la réquisition. De l'autre côté, lorsqu'on bascule dans le domaine de compétence du secrétaire exécutif, les relations sont essentiellement fonctionnelles. Le maire ne peut pas l'instruire. Par exemple, sur une question qui concerne l'exécution du budget, le maire ne peut pas dire « fais ceci » et le secrétaire exécutif va le faire. Il doit collaborer pour faire comprendre au secrétaire exécutif que telle chose sont des nécessités. Mais dès lors que le cadre budgétaire est défini, ces questions ne doivent pas être difficiles. Tout ce que je viens de dire découle sur un régime de responsabilité assez rigoureux et assez clair. Régime de responsabilité du maire, régime de responsabilité du secrétaire exécutif. Le régime de responsabilité du maire est double. Un régime de responsabilité politique, un régime de responsabilité administrative. Régime de responsabilité politique, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Le maire peut être destitué en cas de désaccord ou de crise de confiance avec les conseillers communaux. Ça ne change pas. Et ça se fait conformément au code électoral tel qu'il définit ce mécanisme aujourd'hui. De l'autre côté, c'est ça la clarification des fonctions techniques et politiques. Le secrétaire exécutif n'a pas de régime de sanction au plan politique. Quid de la responsabilité administrative? Nous avons essayé de clarifier pourquoi on peut punir le maire, pourquoi on peut punir le secrétaire exécutif. Dans la législation actuelle, il y a une confusion que nous avons essayé de faire cesser. Donc, le maire peut être puni pour toute faute lourde commise dans l'exécution
dans l'exercice de ses pouvoirs. De l'autre côté, le secrétaire exécutif peut être également sanctionné, mais sous deux régimes. En matière de responsabilité administrative, on distingue la faute lourde de la faute légère. Et là, c'est une des clarifications qu'apporte la réforme. Et donc, pour la faute lourde, c'est ce que je viens de dire s'agissant du maire. Les faits punissables, le secrétaire exécutif est punissable pour les mêmes faits constituant des fautes lourdes commises par le maire. S'agissant maintenant des fautes légères, ou des fautes mineures qu'on peut commettre en cours d'exécution du service, soit dans la mesure où le secrétaire exécutif est un fonctionnaire, pour les fautes légères, on lui applique la procédure applicable aux fonctionnaires, ou il est une personne recrutée par contrat, on lui applique la procédure prévue par son contrat. Donc, au plan de la procédure, il y a un enchaînement du processus qui commence en ce qui concerne le maire. C'est une reprise plus ou moins du régime actuel. Une constatation de la faute lourde par le préfet. Le préfet prend ensuite l'avis du conseil départemental de coordination et de concertation, ce qui existe aujourd'hui, et la révocation intervient par délibération du conseil des ministres, ce que vous connaissez aujourd'hui. Et dans l'intervalle, le ministre chargé de l'administration territoriale conserve son pouvoir de suspension qu'il est en mesure d'exercer aujourd'hui conformément au droit en vigueur. De l'autre côté, première possibilité, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la faute lourde du secrétaire exécutif. La faute est constatée par le maire. Le maire demande au conseil de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le secrétaire exécutif. Le conseil de supervision délibère et détermine s'il y a lieu d'ouvrir ou non la procédure disciplinaire. Maintenant, quelles sont les évolutions au niveau infralocal? Nous avons examiné la superstructure au niveau communal, au niveau infracommunal, c'est-à-dire arrondissement. Là également, nous avons conservé les deux organes qui existaient, le conseil d'arrondissement avec à sa tête le chef d'arrondissement et le secrétaire administratif qui était l'organe technique. Mais il y a une redistribution des pouvoirs qui renforce le rôle de l'organe technique qui est le secrétaire administratif. Donc, en matière administrative, le chef d'arrondissement préside le conseil d'arrondissement. Il est chargé sous l'autorité du maire de la police administrative parce qu'il faut toujours regarder les organes politiques au niveau infralocal comme des prolongements des organes au niveau central. De l'autre côté, vous avez la responsabilité du secrétaire administratif qui est un peu le prolongement du secrétaire exécutif au niveau arrondissement. Il assure l'administration générale des services de l'arrondissement sous réserve des attributions propres du chef d'arrondissement. Il assure la gestion sans interférer sur les domaines de compétences du chef d'arrondissement et du maire. Il assure la coordination et le contrôle de l'exécution des activités de fourniture de services dans l'arrondissement à la charge. Il assure la gestion des ressources matérielles humaines affectées au fonctionnement de l'arrondissement et peut recevoir délégation pour la délivrance des actes d'état civil. Toujours en matière administrative, le chef d'arrondissement veille notamment à ce que le secrétaire administratif d'arrondissement, en vertu de ses attributions propres, assure tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage sur les voies publiques et les places publiques, le respect des prescriptions en matière d'hygiène, de salubrité et la prévention des fléaux calamiteux. L'accès aux fonctions au niveau infracommunal. En ce qui concerne le chef d'arrondissement, c'est comme pour le maire, il n'y a pas de changement. Pour ce qui concerne les secrétaires administratifs des arrondissements, c'est cadre de niveau Bac+3, toute spécialité, parce que ce qui importe, c'est d'avoir un cadre d'un niveau relativement
satisfaisant, qui peut comprendre les enjeux. Donc, on n'a pas voulu introduire des spécialités à ce niveau. Il est nommé par le secrétaire exécutif de la commune, parmi les agents de la commune. Mais le secrétaire exécutif ne procède à la nomination que si le conseil de supervision ne s'oppose pas. Rappelez-vous, conseil de supervision composé du maire, ses adjoints et des présidents de commission. Donc le maire a toujours une haute main sur ce qui se fait au plan de la gestion dans sa commune. Quelles sont les relations entre les deux? C'est le même schéma qu'au niveau communal. Relations hiérarchiques dans tout ce qui relève des prérogatives propres du chef d'arrondissement. Il peut donc instruire le secrétaire administratif d'arrondissement lorsqu'il est dans l'exercice de ses pouvoirs propres. À l'inverse, lorsqu'on est dans le domaine des pouvoirs propres du secrétaire administratif d'arrondissement, les relations sont fonctionnelles. Elles ne sont pas hiérarchiques. Alors, quid de la tutelle? Nous avons procédé à un changement important compte tenu de quelques difficultés rapportées par les communes au plan de l'exercice de la tutelle qui quelquefois interfèrent et paralysent la gestion. Et donc désormais, le préfet reste, ça n'a pas changé, l'autorité de tutelle des communes. Par contre, dans les modalités d'exercice, nous avons considéré que lorsqu'il y a une différence de compréhension au plan légal d'un acte entre le préfet et les autorités communales, il n'appartient pas au préfet de dire c'est ce qu'on va faire. Il appartient à un juge de dire ah oui, le maire a respecté la loi, non, le maire n'a pas respecté la loi. Donc, on a enlevé au préfet ce pouvoir d'annulation générale sur les actes des communes. Lorsque le préfet estime qu'un acte d'une autorité communale est entaché de légalité, il en fait un examen de légalité et il saisit un juge. Autre aspect de la réforme, c'est la mise en place du fichier national d'aptitude. La réforme et les thèmes de référence l'ont précisé, a considéré que si nous voulons séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et élever la gestion et la mettre à l'abri des contingences politiques, il faut que les modalités d'accès, le mécanisme d'accès soient telle sorte que personne n'ait la maîtrise de celui qui va occuper telle ou telle fonction. C'est le sens du fichier national. Donc le fichier national des principales fonctions administratives des communes établit un certain nombre de postes pour lesquels, si vous voulez y accéder, vous passez par une procédure de sélection et vous rentrez au fichier. Aujourd'hui, l'État central le fait déjà. Les personnes responsables des marchés publics, les directeurs des services, des systèmes d'information, les DAF, aujourd'hui, passent par cette procédure de sélection. Le gouvernement souhaite implémenter ce genre de mécanisme au niveau des communes. Donc, dans le fichier des communes, vous avez le secrétaire exécutif, vous avez la personne responsable des marchés publics, vous avez le responsable des affaires financières, vous avez le responsable des services techniques, le responsable de la planification et du développement, le responsable des affaires domaniales. Pour toutes ces fonctions qui sont importantes dans la gestion de la commune, tout le monde passe par cette procédure de sélection. Et la nomination se fait après tirage au sort dans ce fichier. Dernier aspect de la réforme, le fonds d'investissement. Le gouvernement a considéré que la façon dont les investissements sont implémentés dans les communes aujourd'hui, c'est entre autres ça qui donne les résultats mitigés que nous avons. Et donc, il a considéré qu'il doit redimensionner son action en faveur des communes. C'est le sens de la création du fonds d'investissement communal qui permettra pour chaque investissement que la commune veut faire, soit d'apporter du financement public direct ou de passer par des mécanismes privés de mobilisation de ressources pour soutenir les actions des communes. Ce que je viens de décliner, on le retrouve à quelques différences près au niveau des intercommunalités.
toutes ces idées ont été traduites dans un avant-projet de code de l'administration territoriale avec 566 articles. Mesdames et messieurs, voilà les grandes idées qui innervent cette réforme traduite dans le rapport du comité de réforme sous le haut éclairage des membres du comité stratégique. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine étape après la présentation, c'est la phase des discussions, parce que le vœu du président de la République, ce n'est pas du prêt-à-porter. Il souhaite que les acteurs principaux, que sont les maires, leurs adjoints et peut-être d'autres acteurs ici présents, puissent fournir également des idées à partir de ce qu'ils ont entendu, qui peut permettre d'améliorer tel ou tel point, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Et donc, nous sommes ouverts aux idées. Mon nom, c'est Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. Monsieur le ministre d'État, ce que je voudrais demander très rapidement, c'est avoir les précisions sur les rôles dans le contexte actuel des adjoints. C'est vrai qu'ils font partie du conseil de supervision, mais est-ce que dans la pratique, ils ont des attributions, ils ont donc des pouvoirs? Deuxième observation ou deuxième interrogation, ce n'est pas toujours évident que même en étant de la même mouvance, deux partis étant en accord, qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas de velléité d'empêcher le maire de travailler sous prétexte que, en le faisant, on montrera donc qu'il est incapable et que donc par conséquent, il faut le remplacer. Personne n'a peur de changer de poste ou bien personne n'a peur de partir. Mais c'est que si la réforme doit marcher, c'est qu'il faudra que les maires soient entourés de toute la sécurité nécessaire, toute la quiétude, parce que ce n'est que cette célérité qui soit donc la condition sine qua non pour que réellement, en se mettant en face, n'est-ce pas, de cette réforme-là, que le maire sache qu'il a à faire et dans son ambition donc de travailler pour le développement de la commune, qu'il ait vraiment la quiétude nécessaire pour conduire tout ce qu'il faut pour le développement donc de cette commune-là. Je vous remercie. Mon nom c'est Joachim Biao, premier adjoint maire de Savet. Il est établi de façon claire que le maire est la première autorité politique et administrative de la commune, parce que le maire fut ordonnateur du budget communal. En retirant cette prérogative, est-ce que nous sommes dans la même dynamique? Enfin, s'agissant des fautes lourdes et des fautes légères, les fautes lourdes, je souhaite qu'elles soient clarifiées de façon explicite. Ici, c'est Balogun Ibrahim, premier adjoint au maire de la commune de Pobet. J'ai deux propositions. Au niveau de l'organe de supervision, il est dit que cet organe est composé des maires, des adjoints au maire et des présidents des 4 commissions. Mais j'ai constaté qu'il y a l'absence des chefs d'arrondissement. Alors qu'à ce niveau, les chefs d'arrondissement peuvent jouer un rôle important tout en faisant ressortir les différentes propositions des arrondissements. Parce que nous avons un organe actuellement qu'on appelle le comité de municipalité et normalement c'était le maire, les adjoints et les CA. Donc je suggère que les CA soient dans cet organe de supervision. Merci beaucoup. On m'appelle Dansou Kokou Saturnin, maire de la commune d'Atiémé. Ma préoccupation a trait à la performance du secrétaire exécutif. Actuellement, il y a une manière d'évaluer les communes, les performances des communes. Le secrétaire exécutif, avec toute la charge qu'il a aujourd'hui, je voudrais demander les indicateurs qui permettent aujourd'hui de l'évaluer à la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci. Le maire de Malanville a parlé du rôle des adjoints. Effectivement, c'est l'une des questions
abordées par la réforme. Il y a des dispositions consacrées dans l'avant-projet de loi sur les matières sur lesquelles le maire délègue aux adjoints, en vertu d'une obligation légale, certaines des attributions. Les objectifs de la réforme et les résultats qui en sont entendus ont été bien expliqués. Et donc, le pouvoir d'ordonnateur qui a été conféré au secrétaire exécutif s'inscrit dans ces objectifs, dans ces principes. Rappelez-vous, nous avons dit qu'on souhaite, à travers ces réformes, faire une clarification. Séparer les fonctions politiques des fonctions techniques. Le rôle du politique n'est pas de faire de la gestion de la petite semaine. Le rôle du politique, c'est de dessiner la voie à suivre. Donc, il ne faut pas focaliser l'attention, à mon sens, sur cet aspect, parce que le développement de la commune fait partie d'une organisation des rôles. Et si les acteurs comprennent les enjeux et que chacun fait ce qu'il a à faire, en principe, il ne devra pas avoir de difficultés. Et par ailleurs, c'est pour ça que le régime de responsabilité du secrétaire exécutif est très rigoureux. Il ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc, que le maire perde aujourd'hui le pouvoir d'ordonnateur ne doit pas être perçu comme un élément qui va faire dysfonctionner le système. Sur le vote du budget, relativement au pouvoir du Conseil de supervision. Là aussi, j'ai expliqué qu'il y a une répartition de rôles. Il faut encore là aussi le comprendre en lien avec ce que je venais de dire. Nous avons un parti majoritaire qui a pris en charge la gestion de la commune, où un ensemble de partis ayant formé une majorité ont conclu un accord de gouvernance communale. Il nous a semblé normal que les personnes désignées au titre de ce groupe de gouvernance puissent avoir le temps, la formation, les ressources nécessaires pour bien regarder ce qui est décidé annuellement pour le développement de la commune. Ce n'est pas que le conseil communal n'est pas capable de le faire, mais l'expérience a montré que lorsqu'on rentre dans cet espace, ce n'est pas forcément le débat attendu que nous avons. Donc, la réforme a considéré que ceux qui politiquement ont gagné les élections et ont en charge de la gouvernance de la commune, en cercle restreint, seront plus efficaces à regarder ce qui est prévu annuellement pour la commune. Mais on n'a pas enlevé tout rôle au conseil communal à cet égard. C'est pour ça que le conseil de supervision, ayant regardé ligne par ligne, le conseil de supervision, c'est à peu près 7-8 personnes. Donc, ayant regardé ligne par ligne ce qui est prévu au budget, il est plus à même d'en déterminer la pertinence et le besoin. Et lorsqu'il a fini de faire ça, puisque c'est le collège politique que constitue le conseil communal qui est l'ensemble élu pour la commune, il y a cette étape où on vient soumettre au conseil communal ce qui a été adopté par le conseil de supervision. En ce qui concerne les fautes lourdes, je ne sais pas si j'ai parlé trop rapidement, c'est quand même largement clarifié par rapport à ce qui existe dans les textes actuels. Fautes lourdes, c'est d'abord les fautes pénales. Et ce n'est pas toutes les fautes pénales. C'est les fautes pénales qui portent atteinte à l'honneur et à la probité. Quand je dis faute pénale, c'est-à-dire que vous avez commis une infraction à la loi et on vous amène en justice, on vous juge. Si vous faites un accident de la circulation, par exemple, et qu'il y a même mort d'homme, et qu'on vous condamne, on ne vous sanctionnera pas du chef de cela, parce que ce n'est pas une faute pénale qui porte atteinte à l'honneur et à la probité. Mais si vous volez, c'est tout à fait évident que les gens ne peuvent plus avoir confiance en vous. Et c'est là l'évolution de ce que nous faisons. On dit toute violation des règles administratives constitue une faute lourde. Donc il n'y a même plus de faute légère dans ce qui existe là.
Donc même la faute légère peut entraîner la révocation. Vous savez très bien qu'à l'occasion d'une gestion, il n'y a pas d'homme parfait. Il peut y avoir une petite faute de gestion et on s'en saisit, on vous révoque. On a considéré que ce n'était pas une bonne chose. Vous commettez une faute grave qui introduit un dysfonctionnement dans le service, on l'a vu. Des maires abandonner leur commune pendant des moments de crise. Ensuite, vous portez une atteinte grave aux intérêts de la commune. Vous vendez ses propriétés. On en a vu. En ce qui concerne les chefs d'arrondissement, même s'ils ne sont pas au sein du conseil de supervision, ils ont différents canaux par lesquels ils peuvent proposer des choses à examiner par le conseil de supervision. Donc, ce n'est pas tant leur présence au sein du conseil de supervision qui est la réponse, parce qu'on n'a pas envie de faire non plus un conseil communal bis. Ce que j'ai dit s'agissant du secrétaire administratif, je n'ai pas dit qu'il est ordonnateur du budget. Je n'ai jamais dit ça. Il administre les ressources qui sont affectées aux besoins de l'arrondissement. Il n'ordonne rien du tout. Donc, il faut que ça soit clair. Il n'est pas ordonnateur du budget, il administre ce qui est mis à la disposition de l'arrondissement dans le cadre du budget. Les indicateurs de performance des secrétaires exécutifs ne seront pas écrits dans la loi. La réforme dessine la figure de la gouvernance communale. Maintenant, les outils qui permettent d'implémenter tel ou tel aspect de la gestion vont venir dans les travaux qui vont suivre. Le premier travail n'aborde que globalement l'aspect législatif de la réforme. Il va y avoir beaucoup d'autres actes qui adressent ces questions-là. Voilà ce que je peux répondre à cette étape par rapport aux questions qui ont été recensées. Je m'appelle Messan Kenam, c'est le maire de la commune de Bamassé. Vous aviez dit au départ, avant de revenir à la grande question, vous avez dit que d'ici à là, qu'on va remplacer FADEC par une autre structure qui pourrait prendre en compte les aides, le soutien que nous apporte l'État. Est-ce qu'on peut savoir le nom de cette structure? La question qui me tient beaucoup à cœur, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, je tiens quand même à le dire. On dit un budget est un instrument politique. Le maire, s'il ne suit pas son budget, s'il ne règle pas son budget, s'il n'exécute pas son budget, il ne serait pas tellement un homme politique. Je le dis parce que nous sommes sur le terrain. Et puis, vous avez dit plus loin qu'il y a les techniciens. Qui est technicien ici? Qui est technicien? Il n'y a pas de technicien. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous sur le terrain, dans la commune, immédiatement il devient un homme politique. Vous allez lui dire de faire de poser tel acte, il va s'opposer à vous. Parce qu'il n'est pas de votre bord. Parce qu'il ne soutient pas vos idées. On ne bâtit pas les données. Il faut nous remettre notre budget. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Si vous voulez qu'il ait la paix et que au niveau des communes, au niveau des conseils, au niveau du cabinet du maire et autres, je pense qu'il vaut mieux nous retourner notre budget. Ce qu'il faut mettre dans le budget là, il faut dire ça au SE. Moi, c'est moi qui ai pris l'arrêté pour nommer le secrétaire exécutif et vous me mettez sous lui en quelque sorte. Madame, Messieurs les maires, leurs adjoints, je ne peux pas m'empêcher de vous adresser mes salutations les meilleures, surtout que c'est la toute première fois qu'on se rencontre ainsi, tous ensemble. Merci pour votre présence et veuillez me permettre de saisir cette occasion pour vous féliciter
pour vos missions qui ne sont pas faciles, mais que vous exécutez avec beaucoup de volonté et de détermination. Nous avons engagé la réflexion pour améliorer la gouvernance locale depuis un moment. Si j'avais eu la possibilité, on aurait ouvert ce débat pendant le mandat précédent. Mais les urgences ne nous ont pas permis d'aborder cette question aussi essentielle que les autres. Tout le monde sait très bien désormais au Bénin que les petits résultats que nous obtenons sont exclusivement liés à la qualité de la gouvernance. Exclusivement. Je l'ai dit pendant ma tournée de reddition de comptes et pendant ma campagne, que le Bénin n'a pas découvert du pétrole, n'a pas découvert de l'or. Ce n'est pas que ces ressources naturelles, forêts et autres ont évolué subitement, mais que c'est parce que nous faisons tous ensemble davantage d'efforts pour améliorer le peu que nous avons, pour améliorer la gestion du peu que nous avons, pour mobiliser mieux ce que chacun est tenu de mettre dans le pot commun, de sorte que nos besoins essentiels d'eau, d'électricité, de routes, de pistes, de santé, d'éducation, qu'on commence à les satisfaire un peu mieux, plus rapidement, plus massivement que ce que nous avons fait jusque-là, d'autant que la population du Bénin augmente de jour en jour. Les besoins sont de plus en plus aigus, mais le rythme auquel nous donnons cette façon ces besoins nous donne l'impression que nous nous appauvrissons. Donc le rythme auquel nous devons investir pour satisfaire nos besoins, ce rythme doit être important pour rattraper le retard afin que, globalement, on ne soit pas de plus en plus pauvre. Quand vous passez de 5 à 10 millions et que le nombre d'écoles passe de 1000 à 1200, vous êtes appauvris en temps. Et c'est ça dans tous les domaines. Et les générations se succèdent. Les présidents, les ministres, les députés, les maires, les préfets se succèdent et la chose s'aggrave. Si le marabout nous a fait le diagnostic, nous a trouvé le remède. Si le Bokono a fait le phare, nous a trouvé ça. Ce que nous sommes nous-mêmes. Rien d'autre que la gouvernance. C'est ça, le diagnostic, c'est ça le remède, c'est le seul remède. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un d'autre a trouvé une réponse au peu que nous faisons de mieux en mieux depuis. Si quelqu'un peut me dire dans cette salle que non, ce n'est pas lié à une meilleure gouvernance, mais c'est lié à autre chose. C'est lié à quoi? Tout le monde sait très bien qu'au niveau des communes, il faut aussi que l'effort d'amélioration de la gouvernance se concrétise aussi au niveau de la gouvernance locale. Puisque nous avons la volonté de décentraliser et d'aller plus loin de la décentralisation. Si on n'améliore pas la gouvernance au niveau local, nous ne pouvons pas progresser dans la gouvernance. Or, la décentralisation est un meilleur moyen de gérer la nation, est un meilleur moyen de gérer nos problèmes, est un meilleur moyen d'apporter la solution efficace à nos problèmes. Au niveau central, c'est très difficile d'apprécier ce qui se passe dans un village, même de Zé à côté. Quand vous voulez évoquer le président de la République et ses ministres, et la pertinence de ce qui se passe dans un petit village, petit arrondissement de Karimama. Donc la décentralisation est le meilleur moyen d'avoir une gestion efficace qui répond à la préoccupation de chacun des Béninois dans leur localité, dans leur maison. Il faut que la décentralisation progresse, avance dans tous les domaines. Mais soyons sincères, est-ce que la manière dont nos communes sont gouvernées aujourd'hui, elle est suffisamment satisfaisante pour qu'on donne tous les pouvoirs à la gouvernance locale? Moi, je refuse qu'en mon temps, je croise les bras
et que je m'en aille au plus tard 2026, et qu'au bilan, on observe que j'ai laissé intact ce que je suis venu trouver. Nous n'avons pas le droit de laisser intact ce que nous avons trouvé, même si c'était bon, on doit l'améliorer. Si ce n'était pas bon, ben alors là, nous avons l'obligation vraiment de l'améliorer. C'est comme ça que les générations, les unes après les autres, construisent les nations. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. Monsieur le maire, moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. Si vous avez fait attention pendant la campagne, quand on me présente des doléances, je dis je vais plaider, pas du gouvernement. Certains doivent se rappeler de ça. Au gouvernement, le ministre le plus détesté, c'est le ministre des Finances. Personne ne l'aime. Mais c'est parce que c'est comme ça. Et ceux qui ont organisé la République, ce n'est pas nous, bien avant nous. Nous avons des royaumes qui fonctionnaient autrement. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion, qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne, même élu. Qu'il faut que celui qui a même le pouvoir absolu délègue certains de ses pouvoirs. Surtout quand on a des élus. La tentation est forte, la pression est forte. Et l'homme étant pas Dieu, il ne faut pas que le prétexte du choix populaire nous transforme en Dieu sur terre. Monsieur le maire, votre budget ne vous appartient pas, c'est le budget de la commune. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent des contribuables. Alors, le présentateur l'a dit tout à l'heure, vous avez à définir un projet de société, vous avez à définir une orientation à faire adopter par le Conseil, à mettre en œuvre. Mais quand vous décidez qu'il y a un centre de santé, et si vous avez désormais le pouvoir d'utiliser les ressources qui sont les vôtres pour construire un centre de santé, pour l'équiper, pour recruter les gens de santé, si vous voyez que notre commune a besoin de ça, et vous décidez de ça, c'est vous-même qui allez construire le centre de santé. C'est vous-même qui allez acheter les équipements, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas les équipements. C'est vous-même qui allez recruter le personnel, c'est vous-même qui allez faire l'interview des médecins, des sages-femmes et consorts, vous n'allez pas le faire vous-même. Vous n'avez pas de compétences dans le domaine. Même si vous êtes médecin, alors là, dans ce cas, vous allez le faire. Mais dans le domaine de l'assainissement, quand il pleut, la commune est inondée de partout. Il faut mettre en œuvre un programme d'assainissement. Ça va nous coûter tant, nous allons voter le budget parce que nous avons les ressources qu'il faut.
Quand vous avez dit ça, vous avez joué votre rôle. Maintenant, vous mettez quelqu'un à l'exécution et vous le surveillez. Vous le surveillez, vous le supervisez. S'il fait mal, vous mettez le doigt dessus, vous relevez. S'il commet des fautes, vous le sanctionnez. Vous avez le pouvoir de sanction. On n'a jamais dit que le secrétaire exécutif est au-dessus des maires. Jamais personne n'a dit ça. Il peut être sanctionné, il peut être relevé. Mais quand on a rajouté l'implication du préfet pour apprécier les fautes et consorts, c'est pour que parfois, comme nous sommes en milieu quand même délicat où la politique intervient, c'est pour éviter que on ne se lève pas juste parce qu'on a demandé une faveur, quelque chose, et l'autre n'a pas voulu le faire. Il dit attention, si ça pète, c'est moi qui vais répondre. Allez, on va le relever, on va le sanctionner. C'est pour ça qu'on veut élargir le champ de ceux qui décident de la sanction. Quand l'État central doit définitivement sanctionner, relever un maire, parce qu'on a estimé qu'il a une faute grave, dans la disposition actuelle, en cours là, les lois prévoient que c'est fait en conseil de ministres. Si le président de la République, vous savez, moi je signe 2 types de décrets. Des décrets présidentiels que je signe tout seul. Parfois, si ça a une incidence financière, je signe ça avec le ministre des Finances, parce que l'argent, ce n'est pas moi, donc je l'appelle pour signer. Mais si je signe un décret tout seul pour sanctionner un maire, c'est nul. C'est le conseil des ministres. Parce qu'il faut qu'une décision aussi importante ne soit pas décidée par une seule personne. Même si les autres sont nommés et sont mes collaborateurs, ils viennent et puis ils vont faire la contradiction au président, ils vont débattre, ils vont dire non, vraiment, ce n'est pas comme ça, parce que nous savons que l'homme n'est pas Dieu. Qu'il soit retenu que c'est pendant que vous êtes maire de Pomassé qu'il a été retenu d'améliorer la gouvernance et vous avez accepté de renoncer à des prérogatives par vous-même. C'est grand. C'est noble. C'est extraordinaire. Et je veux, chers amis, espérer que nos contributions vont améliorer, préserver l'essence même de cette réforme, mais l'améliorer techniquement pour que l'objectif soit effectivement atteint une fois qu'on aura mis en œuvre cette réforme-là. Voilà ce que nous avons à faire en commun pour que les uns et les autres se sentent bien dans leur place, bien là où ils sont, pour se consacrer à ce qui est de leur vocation, agir pour le développement commun, agir pour le développement des uns et des autres, de sorte que, in fine, nos résultats communs ici, aujourd'hui, demain, après-demain, soit notre bien-être quotidien, collectif et individuel. Merci, et je voudrais vraiment compter sur vous pour que ce soit ainsi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la République. Après votre intervention qui résume cette réforme et le sens que vous entendez lui donner, je vais donner la parole au chef de terre, le maire de la commune de Cotonou, qui pourrait nous dire un mot pour résumer quel est le sentiment au niveau de toutes les communes. Monsieur le maire. Merci. Je voudrais, au nom de tous les maires et adjoints ici présents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des voix qui rassurent mieux. Nous venons de le constater. Nous repartons d'ici rassurés. Le maire de Porto-Novo, le maire de Banikwara et moi-même avons parlé aux maires et nous leur avons dit qu'il y a beaucoup plus à gagner dans ce qui se fait. Il y a que nous rentrerons dans l'histoire en participant à ce qui se fait. Nous venons d'avoir la preuve et j'ai aussi dit que s'il y avait des propositions objectives, on les ferait parvenir au comité qui a fait le travail. Monsieur le Président, on voudrait vous dire merci. On remercie le comité.
nous ferons en sorte qu'on dira que c'est en notre temps que nous avons travaillé à instaurer la bonne gouvernance et la vraie bonne gouvernance au niveau de nos communes. Tous les maires vous remercient et nous espérons que dans les mois à venir, on parlera autrement de la gouvernance locale au Bénin. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président de la République, avant de quitter ce pupitre, je voudrais respectueusement vous dire ma reconnaissance, mes sentiments de gratitude au nom du comité de réforme, au nom du comité stratégique, pour la confiance que vous avez bien voulu nous faire en nous confiant ce travail dans un délai contraint. Nous qui vous côtoyons tous les jours, nous savons quel sacrifice vous faites. On sait que c'est dur, mais comme le dirait l'autre, c'est quand la route est dure que les durs se mettent en route. Je voudrais vous remercier et vous saluer avec admiration. Merci beaucoup. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le présent séminaire sur la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, rehaussé par la présence du chef de l'État, s'est fortement enrichi de vos contributions et de vos réflexions. Et c'est pour cette raison que je voudrais respectueusement inviter Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, en sa qualité de président du comité d'orientation et de supervision de la réforme, à prendre la parole pour son mot de clôture qui retrace par la même occasion les grandes conclusions de notre séminaire. Merci. Monsieur le Président de la République, Madame la vice-présidente de la République du Bénin, Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les premiers adjoints, deuxièmes adjoints au maire, chers participants. Monsieur le Président de la République, je veux au terme de nos travaux vous dire toute la satisfaction du comité et du gouvernement. Et je veux dire que les réflexions qui ont été faites aujourd'hui, la participation de tous, nous permettent de tirer des conclusions sur les travaux. Je veux féliciter surtout les participants pour la qualité des réflexions et des interventions qui confortent le gouvernement dans sa volonté de faire du Bénin un pays où la vie de tous devra se faire dans les conditions les plus idoines, garantissant à tous un bien-être sur tous les aspects. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers participants, au cours de nos travaux, j'ai noté des échanges assez édifiants sur divers points que je veux rappeler. Premièrement, la redistribution des rôles entre les différents organes de gestion des communes, la composition des organes de gestion, le mandat du secrétaire exécutif, le profil et le niveau du secrétaire administratif d'arrondissement, la gestion des effectifs existants au profil inadapté, les profils de nomination et les procédures de nomination des personnes responsables, notamment des secrétaires exécutifs. Il est bien évident que chacune des contributions qui relèvent des plus pertinentes seront prises en compte sans remettre en cause les principes directeurs de cette réforme. J'ai noté tout à l'heure, dans la présentation, dans la conclusion du président de la NCB, que bientôt, dans quelques jours, ils pourront faire parvenir quelques réflexions et nous sommes prêts à les prendre en considération. J'ai noté surtout l'engagement historique que les maires prennent aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique.
Et je veux remercier surtout le président de la République pour les engagements qu'il vient de prendre d'améliorer les conditions d'exercice de leurs fonctions par les maires, leurs adjoints et même les conseillers dans les arrondissements. Je veux donc inviter tous, et surtout les maires, les élus communaux, à propager la bonne nouvelle et à nous impliquer dans l'adoption de cette réforme et dans sa mise en œuvre. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le présent séminaire sur la réforme structurelle de la décentralisation s'achève. Je voudrais vous prier de vous lever pour l'exécution de l'hymne national, à l'issue duquel le chef de l'État va se retirer. Merci. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, chante au premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout. Jadis, à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage ardeur, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, chante premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout.